Reprise de l'audience. La parole va être donnée à l'avocat des parties civiles qui a été désigné pour l'interrogatoire du témoin. Avant cela, voici un rappel à l'attention de l'avocate. Les questions posées doivent se limiter aux faits pertinents relatifs au dossier 002/01. Il s'agit donc de la première phase du déplacement de population et de la deuxième phase. En 75 pour l'année 76 ainsi que le début de l'année 77. La partie civile. Merci Monsieur le Président. Merci Madame Sosiek pour votre courage, pour la force dont vous faites preuve en parlant de votre histoire. Avant de parler de Wat Botoun, je voudrais faire un retour en arrière, en vous parlant du jour où vous avez été retiré du ministère. Vous souvenez-vous durant quel mois ça s'est produit? Réponse. J'ai été retiré du département de l'imprimerie en 1978, au mois d'avril. J'ai quitté le Wat Botoum pour aller à Deikrohom, ou B20, et j'y suis arrivé 3 jours avant le Nouvel An Khmer. Question. Qui vous a dit de quitter le ministère? Réponse. Le directeur du département, le camarade Hoon, m'a dit que je devais préparer mes affaires car j'allais partir pour me faire rééduquer. Question. À l'époque, saviez-vous ce que cela voulait dire que de partir, se faire rééduquer? Réponse. Dans ce contexte, il s'agissait d'une rééducation. Cela voulait dire que j'allais devoir me remodeler. C'est le chauffeur qui me l'a appris. Je ne me souviens pas de son nom, mais à ce moment-là, il m'a dit que je serais envoyé au Terre Rouge à B20 et que j'allais devoir suivre des sessions en vue de me remodeler, après quoi je serai ramené. Le président. Maître, une fois de plus, je vous rappelle que vous devez vous limiter au contexte des faits visés par le dossier 002/01, à savoir les premières et deuxièmes phases des déplacements de population. La partie civile. Merci. Pour moi, le retrait du ministère de la Propagande est lié à la structure ainsi qu'à la politique des transferts et des disparitions. Selon moi, je suis bien dans les limites du dossier 002/01. Madame Sosiek, vous avez dit qu'il y avait un chauffeur. Quelqu'un est-il venu vous chercher? Était-ce en voiture? Réponse. Tout d'abord, le camarade Hoon m'a dit que je devais partir pour quelques jours pour me faire rééduquer. On est venu me chercher dans une Lambretta. C'était un véhicule qui appartenait au gardien de sécurité et qui était utilisé pour le transport de Madame Yoniat. Le chauffeur s'appelait Ta. Question. C'était donc la voiture de Madame Yoniat
qui est venu vous chercher pour vous amener du ministère de la Propagande au Wat Botum? Réponse. Oui, c'est exact, madame. Question. Vous dites qu'on vous a dit qu'on vous emmenait pour vous rééduquer. Concernant l'éducation, qu'est-il arrivé au Wat Botum? Réponse. J'ai séjourné 3 nuits au Wat Botum. À cet endroit, il n'y avait que des hommes. Je me suis occupé d'arroser des légumes, des arbres à ail, j'ai vu beaucoup de sacs à dos, des habits. Je ne savais pas d'où venaient ces effets personnels, je ne savais pas d'où venait le personnel. Je ne sais pas qui avait laissé ses affaires sur place. Question. Connaissiez-vous l'identité des hommes qui se trouvaient au Wat Botum? Réponse. Il n'y avait pas d'autres hommes, j'y suis allé avec mon enfant, il y avait d'autres hommes qui s'y trouvaient déjà quand je suis arrivé. Question. Les autres hommes qui étaient déjà au Wat Botum, les connaissiez-vous? Réponse. Non, je ne les connaissais pas. Question. Durant votre séjour de 3 nuits à Wat Botum, avez-vous dû assister à des sessions d'études? Réponse. Non. On ne m'a pas posé une seule question. On m'a juste demandé de ne pas quitter l'enceinte. Le président. Maître, dernier avertissement. Vous devez éviter de poser des questions qui ne relèvent pas de ce dossier et de cette partie du procès. Il s'agit uniquement des premières et deuxièmes phases des déplacements de population concernant 1975 et 1976, y compris le début de l'année 1977. Il s'agit là des faits visés par le dossier 002/01. C'est le dernier avertissement, le 3e. La partie civile, merci. Dernière question là-dessus. Savez-vous pourquoi vous avez dû rester 3 nuits à Wat Botum avant de partir pour B20? Le président interrompt. Témoin, vous n'avez pas à répondre à cette question. Celle-ci dépasse le cadre des faits dont nous sommes saisis à présent. La partie civile. Merci, Monsieur le Président. Je passe à autre chose dans ce cas-là. Vous avez dit que vous vous êtes marié en 1976. Ce mari-là, ce n'est pas celui auquel vous êtes marié aujourd'hui, n'est-ce pas? Réponse. Effectivement. Question. À l'époque, en 1976, vous travailliez déjà au ministère de la Propagande. Avez-vous dû obtenir l'aval de vos supérieurs pour vous marier? Réponse.
À l'époque, si quelqu'un tombait amoureux, il fallait demander un engagement de se marier. Par exemple, si mon supérieur était une femme, et s'il y avait un homme qui était amoureux de moi, cet homme devait me demander en mariage par le biais de mon supérieur. Si moi je donnais mon consentement, à ce moment-là, un mariage était organisé. À l'époque, je m'en souviens bien, il y a 6 couples qui se sont mariés le même jour que moi. L'encart, c'était comme nos parents. Personne d'autre n'organisait les festivités du mariage, c'était l'encart qui le faisait. Question. Est-ce que les couples se connaissaient avant le mariage? Réponse. Oui, ils se connaissaient, mais par exemple, mon mari travaillait dans la section de la radiodiffusion et moi j'étais dans la section des arts. Donc les hommes et les femmes étaient dans des sections différentes. Question. Si quelqu'un refusait de se marier alors que l'encart en avait fait la demande, que se passait-il? Réponse. Parmi les 6 couples, aucun n'a refusé de se marier. La partie civile. Merci Madame Sassiek. Je n'ai plus de questions à vous poser. Je vais donner la parole à mon confrère Pic Ang pour la poursuite de son interrogatoire. Maître Pic Ang. Merci, bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Je serai bref. J'en aurai pour 20 minutes maximum. Madame Saucé, j'aimerais obtenir quelques éclaircissements de votre part. Quand vous êtes arrivé à Phnom Penh, pour la première fois, vous dites avoir passé la nuit au stade, après quoi vous avez été transféré au ministère de la Propagande. Pouvez-vous décrire la situation prévalant après l'évacuation de Phnom Penh? Quelle impression la ville vous a-t-elle fait? Est-ce que Phnom Penh ressemblait à une ville normale? Y avait-il des gens dans la ville ou non? Réponse. En arrivant à Phnom Penh, après l'évacuation, je n'ai pas vu de résidents ordinaires à Phnom Penh. Je n'ai vu que des soldats, des hommes. Ces soldats étaient dans les rues. Il y avait aussi mon groupe. Sincèrement, je ne me suis jamais déplacé librement. J'étais transféré au stade et après au ministère de la Propagande. Question. Donc, à compter du moment de votre arrivée à Phnom Penh et jusqu'à l'année 1976, étiez-vous libre de vous déplacer dans la ville de Phnom Penh? Réponse. Non, je ne suis jamais allé nulle part. Je suis resté sur place. Si nous voulions aller quelque part, nous devions obtenir l'autorisation du supérieur. À ce moment-là, nous pouvions nous déplacer. Cela ne m'a pas paru trop strict. Question. Vous dites donc que pour vous déplacer, vous deviez demander l'autorisation.
Avez-vous jamais demandé à vos supérieurs l'autorisation de rendre visite à des membres de votre famille? Et si oui, avez-vous reçu l'autorisation? Réponse: non, je n'ai jamais fait de telle demande pour retourner dans mon village natal. Je suis resté sur mon lieu de travail. Question: je passe à autre chose dans ce cas-là. Vous vous êtes marié pour la deuxième fois. Comment s'appelle votre deuxième mari? Réponse: il s'appelle Seta selon sa carte d'identité, mais dans son carnet militaire, son nom est Tassot. Sotta, c'est le nom officiel qui figure dans son carnet militaire. Question: sous le régime des Khmers rouges, qu'a fait votre mari et avec qui a-t-il travaillé? Réponse: je ne l'ai connu qu'en 1983, année où je l'ai épousé. Question: quand vous avez fondé un foyer avec lui, l'avez-vous interrogé sur ce qu'il avait fait entre 1975 et 1979 sous le régime du Kampuchea démocratique? Réponse: oui. Je connais son histoire, son séjour sur le champ de bataille en 70 jusqu'à 73. Il a parlé des épreuves qu'il avait connues pendant la guerre sur le champ de bataille. Question: vous a-t-il parlé de la vie qu'il avait connue entre 75 et 79? Je sais que votre mari est décédé, mais quand vous viviez avec lui, vous a-t-il jamais parlé de sa vie, de son travail entre 75 et 78? Et si oui, pour qui travaillait-il? Le président: témoin, veuillez attendre. La parole est à la défense. Maître Carnavas: merci. Désolé pour cette interruption, mais apparemment, on essaye d'obtenir du témoin des informations par ou y dire. L'avocat essaiera peut-être de faire accepter la déclaration du témoin décédé. Nous nous interrogeons sur la pertinence de ceci. Il nous reste environ 40 minutes. Si on est efficace, on pourra laisser ce témoin reprendre le fil de sa vie. Je ne vois pas l'intérêt de ce genre de questions. Maître Pic Ang, Monsieur le Président, j'aimerais répondre si vous m'y autorisez. Pour ce qui est des informations ou des positions par ouï-dire, la Chambre s'est prononcée à ce sujet. La Chambre n'a rien trouvé à redire concernant ce type d'éléments de preuve et je vous renvoie aux règles applicables en l'espèce. Cette dame s'est mariée et peut-être que son mari lui a raconté certaines choses.
Le président. Maître, concernant la dernière question posée au témoin, pouvez-vous expliquer en quoi cette question est pertinente en l'espèce? Pourriez-vous nous éclairer à ce sujet? Maître Pic-Ang. Merci, Monsieur le Président. Son époux s'appelait Sotta. C'était l'un des messagers d'un des accusés. Peut-être qu'il a été au courant des activités de l'accusé et peut-être qu'il était au courant des relations entre l'accusé et S21. Le président. Je vous en prie, vous pouvez poursuivre. Témoin, vous êtes prié de répondre à la question en vous appuyant sur vos souvenirs et sans vous livrer à de la spéculation. Le témoin. Merci. C'était mon mari, mais pour ce qui est de son travail et pour ses relations avec autrui, je n'en sais rien. Ma réponse est donc, je n'en sais rien, ça le regardait. Question. Dernière question sur ce point. Est-ce que votre mari vous a raconté des choses sur sa vie au cours de cette période? Réponse. Je ne lui ai jamais posé de questions sur son passé et sur son travail. Question. Vous dites que vous ne lui avez jamais posé de questions sur son travail, mais la question que je vous pose est la suivante. Est-ce que lui en a parlé avec d'autres et est-ce que vous l'avez entendu en parler? Réponse. Non. Je ne l'ai jamais entendu en parler. Maître Pic-Ang. Merci pour vos réponses. Il me reste un thème à aborder. D'après ce que vous avez dit, la femme de Khieu Samphan est allée vous rencontrer. Elle est allée rencontrer votre mari. Que voulait-elle faire? Le président. Le témoin n'a pas à répondre à cette question répétitive. Maître Pic-Ang. Pourquoi la femme de Khieu Samphan est-elle allée rencontrer votre époux pour lui demander des informations sur le travail de M. Khieu Samphan? Le président. Cette question est de nature à inviter le témoin à se livrer à de la spéculation. Ce type de question n'est pas autorisé. Maître Pic-Ang. Dernière question. Vous avez travaillé au ministère de la Propagande. Dans les émissions radio, était-il question
des épreuves que traversait la population à la campagne et sur les différents sites de travail? Réponse. Concernant les émissions radio, avant la libération, il n'y avait pas assez à manger. On manquait de beaucoup de choses, mais après la libération, nous avons essayé de diffuser des émissions encourageant les gens à creuser des canaux, des réservoirs, afin de pouvoir irriguer les rizières. Maître Pic Ang, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci, Monsieur le Président. Le Président, merci beaucoup. À présent, la parole va être donnée à la défense, en commençant par l'équipe de défense de Monsieur Nuon Chea. Mes excuses. Les juges ont l'occasion de poser en premier lieu des questions aux témoins. Juge Lavergne, je vous en prie. Après cela, la parole sera donnée à la défense de Nuon Chea. Oui, merci Monsieur le Président. J'aurais quelques questions aux témoins, des questions de suivi. Madame le témoin, vous avez indiqué que vous aviez rencontré Monsieur Khieu Samphan à plusieurs reprises avant 1975. Vous avez également déclaré que vous saviez que c'était un des dirigeants du Kampuchea démocratique. Vous avez également indiqué que dans les jours qui ont suivi le 17 avril 1975, vous l'avez rencontré à plusieurs reprises. D'une part à Kampong Speu, d'autre part sur la montagne de Chtarus et également ensuite au ministère de la Propagande. Je voudrais que vous me disiez si vous avez un souvenir précis de ces rencontres. Je l'ai rencontré d'abord à Speu Srai Will, comme je l'ai dit. Par la suite, je l'ai rencontré près de la montagne Chetrus. Brièvement, je ne sais pas où il est allé par la suite. Par la suite, nous, on se sommes retrouvés au ministère de la Propagande et il est parti. Est-ce que vous avez indiqué, je crois que vous n'aviez pas eu l'occasion de discuter avec lui, mais pour autant, est-ce que vous avez pu l'observer? Et est-ce que dans votre souvenir, Monsieur Khieu Samphan avait un comportement particulier? Est-ce que vous vous souvenez s'il était plutôt satisfait de voir Phnom Penh libéré, ou bien est-ce qu'il était plutôt triste, abattu, accablé? Est-ce que vous pouvez nous dire s'il a exprimé quelques sentiments que ce soit à ce moment-là? Monsieur le Président. J'ai noté qu'il ne semblait pas être très joyeux par la victoire. Il était calme et avait les caractéristiques propres à une personne âgée. C'était une personne âgée en 1975? Il était plus jeune qu'aujourd'hui. Alors, dans un de ses ouvrages, M. Khieu Samphan a déclaré ceci. Il s'agit de son livre « Histoire récente du Cambodge et mes prises de position ». Il s'agit du document E3.18, ERN en anglais 00103
750, ERN en français 00 59 54 25 à 28. Monsieur Kesampan donc indique qu'il a été extrêmement surpris de voir que Phnom Penh était évacué. Non seulement il a dit qu'il avait été surpris, mais qu'il en avait été stupéfait. Il a même déclaré qu'il en a été particulièrement triste, puisque son cœur était serré à l'idée d'imaginer que des vieux, des femmes enceintes, des enfants, des malades, devaient aller dans tous les sens, à pied, sous un soleil ardent et pour un long parcours, qu'ils se posaient la question aussi de savoir combien de leurs biens ils avaient pu emporter avec eux, est-ce qu'ils savaient où ils devaient aller, combien d'entre eux pourraient parvenir à destination, se poser aussi la question de savoir ce qu'étaient devenus ses frères, ses sœurs, ses autres parents, ses autres amis qui lui étaient chers. Se poser également la question de savoir comment il se faisait que juste au moment où l'espoir lui revenait de les retrouver, ses parents, ses parents étaient ainsi éloignés de lui. Se poser encore la question de savoir quelles épreuves attendaient ses parents, si ceux-ci allaient pouvoir les surmonter, et combien d'entre eux allaient succomber. Et il termine en disant ceci: c'était autant de questions qui m'angoissaient. Alors, est-ce que vous avez eu le souvenir d'avoir vu quelqu'un qui vous a paru angoissé? Je regrette, je n'ai pas analysé son comportement, je ne savais pas quels étaient ses sentiments personnels à l'époque. Dans ces jours de la libération de Phnom Penh et qui ont suivi la libération de Phnom Penh, vous n'avez aucun souvenir d'avoir entendu des déclarations ou faites par M. Kesampan ou faites au nom de M. Kesampan, des déclarations diffusées à la radio? Vous n'avez aucun souvenir de ces déclarations? Je n'ai pas écouté les émissions radiodiffusées, donc je n'ai pas vraiment pris note de ce qui était diffusé. Alors, au fin du transcript, j'indiquerai que nous avons trace au dossier de 6 déclarations attribuées à M. Kesampan. La majorité d'entre elles, d'ailleurs, se retrouvent sous le document qui porte la référence E3/118 et qui est donc un recueil des émissions enregistrées par le Foreign Broadcast Information Service. Le premier message date du 1er avril 1975. Il est intitulé, c'est une déclaration intitulée « Kesampan fait une déclaration sur la situation actuelle », avec la mention qu'il s'agit d'un enregistrement d'un texte lu par M. Kesampan lui-même. Le RN en français est le suivant, 0070 02 56 à 57. Le RN en anglais est 00 16 68 97 à 98. Le RN en khmer est 00 70 02 67 à 88. Le deuxième document est un document en date du 3 avril 1975, dont le titre est le suivant, « Kesampan félicite les FAPLNK pour les victoires de Nyek Lung », avec la précision qu'il s'agit d'un texte de Kesampan, et cette fois-ci il est lu par un présentateur. Le RN en anglais est le suivant, 00 16 69 23 à 25. Le RN en khmer est identique à celui que j'ai déjà indiqué. Troisième message, diffusion du 8 avril 1975, intitulé
démenti de Khieu Samphan. Il s'agissait à l'époque de démentir l'existence de toute négociation avec le régime de République Khmer. L'ERN en anglais est 00 16 69 27, ERN en khmer 00 70 02 67 à 88. Le quatrième message est la diffusion d'une déclaration en date du 14 avril 1975, donc la veille de la chute de Phnom Penh. Déclaration de Khieu Samphan en date du 13 avril 1975 intitulée « Khieu Samphan appelle les habitants de Phnom Penh à rallier le FUNK », ERN en anglais 00 16 69 48 à 49, ERN en khmer 00 70 02 67 à 88. Cinquième message, c'est un message qui a déjà été cité par l'accusation au cours des audiences précédentes. Il s'agit de la diffusion en date du 22 avril d'un discours de Khieu Samphan intitulé « Message de félicitations de M. Khieu Samphan », ERN en anglais 00 16 69 94 à 96, ERN en khmer 00 70 02 67 à 88. Je précise que le texte de ce message existe également en français, qu'on le retrouve dans les archives de l'ex-République populaire d'Allemagne. Il s'agit du document D359-1-1.1.37 à l'ERN suivant 00 53 74 78 à 81. Et enfin, il y a un sixième message, diffusion d'une déclaration attribuée à M. Khieu Samphan, intitulée « Communiqué de presse du Congrès national spécial du Cambodge, réuni du 25 au 27 avril 1975, ERN en français, 00 70 02 64 à 66, ERN en anglais, 00 16 70 12 à 13, et ERN en khmer, identique à tous ceux précédemment déjà indiqués. Voilà, tout ceci, madame, vous rafraîchit-il la mémoire? Est-ce que vous avez souvenir de l'un quelconque de ces 6 messages qui étaient diffusés sur la radio qui s'appelait à l'époque La Voix du Funk? Non. Le studio était à plus de 100 mètres de l'endroit où j'étais. Donc je n'ai pas entendu la lecture en direct des nouvelles, et c'était il y a très longtemps. Je ne me souviens pas très bien. Est-ce que vous avez entendu ou est-ce que vous avez su par la suite si la radio avait diffusé de quelconque message en direction de la population pour leur dire qu'ils allaient être évacués, mais pour leur expliquer, donner des raisons de cette évacuation? Avez-vous entendu quoi que ce soit? Quelque explication qui était pu être donnée par les autorités auprès de la population? Je fais des efforts de mémoire pour voir si j'avais entendu ces émissions, mais je n'arrive pas à me souvenir. Peut-être qu'à l'époque j'étais trop jeune pour me soucier de cela. Madame le témoin, vous avez indiqué lors de l'audience, je crois que c'était le 16 août, à 15h03, vous avez indiqué avant la libération, chaque fois qu'il y avait un discours de Khieu Samphan, on disait aux gens d'atteindre les sessions. Je pense qu'en fait, dans la version française, on aurait dû dire d'assister aux sessions. Mais après la libération, je n'ai pas reçu d'instruction à cet égard. Si j'en recevais, je le faisais. Alors, est-ce que vous confirmez que, avant la libération de Phnom Penh, chaque fois que M. Khieu Samphan faisait un discours,
on vous demandait d'assister à la session. Et de quel genre de session s'agissait-il? Il s'agissait d'aller écouter M. Kyosampan en personne ou est-ce qu'il s'agissait d'écouter la radio? Oui, c'est ce que j'ai dit. Par exemple, si mon chef me demandait de venir écouter ces déclarations, ça je m'en souviens, mais je ne me souviens pas d'avoir écouté la radio. Donc vous alliez écouter M. Kyosampan en personne. Vous alliez le voir et l'écouter. Ou est-ce que vous ne faisiez que l'écouter à la radio? Non. Je ne l'ai pas entendu, ni l'un ni l'autre. Bien, compte tenu du temps qui passe, on va aborder d'autres aspects de votre témoignage. Et plutôt, je voudrais aborder avec vous d'autres documents. Nous avons au dossier 3 documents qui sont déjà produits devant la Chambre et qui sont des comptes rendus de réunions, a priori des réunions du comité permanent, et qui concernent le travail portant sur la propagande et l'information. Alors, le premier document est un document qui porte la cote E3/228. Il est intitulé « Procès-verbal de la réunion du comité permanent du 9 janvier 1976 ». L'ordre du jour est le suivant: l'objectif de la propagande, de l'éducation du parti de l'année 76 et dans le futur. Cette réunion a été tenue en présence des personnes suivantes: camarades secrétaires, donc on peut supposer qu'il s'agit de Pol Pot, camarades sous-secrétaires, on peut supposer qu'il s'agit de Nunchea, camarade Dunn, camarade Hatt, camarade Poisse. J'ai cru comprendre que le camarade Poisse était le camarade Unim, camarade Touk, ou Touj. ERN en Khmer 000 17 105 à 113. ERN en anglais 00 18 26 14 à 19. ERN en français 00 30 13 21 à 29. Alors, quelques questions sur ce document. Il s'agit de définir l'importance de la propagande pour les membres du comité permanent, a priori, si je comprends ce que j'en comprends à la lecture. Et on parle des défauts et qualités des services de propagande. Il est dit notamment ceci: une insuffisance importante et que nous sous-évaluons encore l'importance de la mentalité. Alors, en anglais, je crois qu'on parle d'idéologie. La propagande éducative concernant l'édification de la position de la lutte des classes n'existe pas encore de façon systématique. Alors, est-ce que ce type de préoccupations étaient des préoccupations dont vous avez entendu parler quand vous étiez au service de la propagande? Est-ce que c'était l'objectif essentiel de la propagande de diffuser des messages à portée idéologique et des messages qui étaient destinés à refléter la position de lutte des classes? Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette position de lutte des classes?
Je ne comprends pas cette expression, lutte des classes. Est-ce qu'on vous disait qu'il fallait que les émissions aient un contenu idéologique? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'il fallait que les émissions aient une portée politique? Dans les émissions radiophoniques, les renseignements, les informations sur l'éducation et les encouragements, bon, cela faisait partie des émissions. Donc il y avait de tels messages, oui. Alors on va passer à un autre document qui est le document E3 231. C'est une autre réunion qui est intitulée Procès-verbal de la réunion de travail de la propagande du 8 mars 1976 et dont l'ordre du jour est le suivant. La diffusion des élections du 20 mars 1976, le devoir de poursuite des nouvelles. En anglais, on parle de duty to monitor the news, qui me paraît être plutôt devoir de contrôler les informations. La réunion a été tenue en présence des personnes suivantes. Super camarade secrétaire, on peut supposer qu'il s'agit de Pol Pot. Super camarade sous-secrétaire, on peut supposer qu'il s'agit de Nunchia. Super camarade Van, donc on peut supposer qu'il s'agit de Ieng Sary. Super camarade Hem, on peut supposer qu'il s'agit de Khieu Sampan. Super camarade Don, super camarade Poas, donc là encore on peut supposer qu'il s'agit de Hunim, et super camarade Tok. ERN en Khmer 00017 124 à 127. ERN en anglais 0052 83 85 à 87. ERN en français 00 32 39 30 à 31. Alors, c'est une réunion qui intervient au moment où ont lieu donc, les élections, les premières élections sous le Kampuchea démocratique. Et on y lit ceci. Donc nous devons diffuser des informations à propos de ces élections, mais nous ne diffusons pas les lois de nos élections. Nous faisons dans le sens de propager la Constitution pour féliciter les élections, nous faisons quelques commentaires au sujet de la Constitution pour ouvrir le mouvement éducatif. Sens de la diffusion. Nous diffusons le sens et les commentaires sur la Constitution, mais pas trop fortement. Alors, est-ce que vous vous souvenez d'avoir reçu ou avoir été au courant d'instructions qui étaient destinées à limiter les informations concernant les élections qui ont lieu en mars 1976? Est-ce qu'il y avait des choses dont on vous disait qu'il ne fallait pas parler? Est-ce qu'il y avait des sujets qui ne devaient pas être abordés lors des émissions de radio? Je ne me souviens pas. Dans les réunions, c'était les Om qui s'en occupaient. Est-ce que vous pensez que les Om pouvaient être inquiets qu'il y ait des informations qui puissent donner lieu à des critiques et qu'il valait mieux éviter peut-être les critiques et donc ne pas communiquer certaines informations?
Je ne comprends pas votre question, monsieur le juge. Bien. Eh bien, on va passer à un troisième document, qui est le troisième document qui concerne les travaux sur la propagande et l'information. Il s'agit du document E3/225, intitulé « Procès-verbal de la réunion du travail de la propagande du 1er juin 1976 » et dont l'ordre du jour est le suivant. Les différents domaines techniques, l'intérieur du parti, l'organisation clé et le public. La réunion a été tenue en présence des personnes suivantes: camarade secrétaire, donc Pol Pot, camarade sous-secrétaire, Nunchea, camarade Poisse, parfois aussi appelé camarade Casse dans certaines traductions, et le groupe de radio, camarade Kuoi, camarade Song et le groupe du cinéma, camarade Toi en charge des minutes, ERN en Khmer 0000837 à 851, ERN en anglais 00182715 à 24, ERN en français 00323903 à 13. En ce qui concerne le français, il y a également une autre version qui figure sous la cote D200/6.4 à l'ERN 0053 88 90 à 99. Alors, quelques lectures, quelques citations tirées de ce procès-verbal. On trouve par exemple à l'ERN en français 0053 88 98 ceci, s'agissant de la radio, la station de la radio actuelle. Monsieur le juge, veuillez, je vous prie, répéter le RN qu'un interprète n'a pas pu suivre. Alors, le RN, je pense que c'est l'RN de la dernière page que je viens de lire. Donc, il s'agit de l'ERN suivant en français, 0053 88 98. Voilà, et donc il est dit ceci à propos de la radio. La station de la radio actuelle, il faut redoubler de vigilance révolutionnaire, encore plus, et en particulier par rapport aux ennemis qui sont enfouis. On craint qu'ils ne posent des bombes, d'explosifs. Par conséquent, il est impératif de surveiller. Il faut une discipline concernant les entrées et les sorties pour éviter le désordre. En principe, les ennemis ont tous été annihilés. Cependant, ils ont toujours la volonté de nous ravager. En termes de conception et de position, on doit augmenter notre vigilance. Alors, madame, est-ce que vous avez le souvenir de réunions dans lesquelles on donnait des consignes par rapport à cette nécessité d'une vigilance révolutionnaire? Et si oui, qu'est-ce que ça voulait dire pour vous? Je ne m'en souviens pas. C'était les tâches des hommes. Toujours dans ce même document, un peu plus en avant, donc à l'ERN 053 88 94, à propos des rédacteurs en chef de la radio. On dit ceci. Rédacteur en chef. D'une manière générale, c'est assez positif. Cependant, il n'y a que 3 personnes. En tout, c'est trop peu. Il faut augmenter les effectifs. Les rédacteurs sont des intellectuels.
Le problème qui se pose concerne la ligne politique du parti. Il faut endoctriner pendant 5 ou 6 ans pour qu'ils en soient imprégnés. Nous devons en amener de la base pour les former. Alors, est-ce que lorsque vous travaillez au ministère de la Propagande, vous avez noté que il arrivait que l'on retire les intellectuels qui travaillaient pour les remplacer par des gens de la base? J'ai déjà parlé du retrait de personnes à l'époque. Seul Han, qui était un intellectuel et qui composait de la musique et des chansons, lui avait été retiré. Vous avez parlé d'un certain nombre de gens qui ont été envoyés travailler dans les rizières, qui ont quitté le ministère de la Propagande. Vous avez parlé également de l'arrestation de Ounim, l'arrestation de sa femme. Est-ce que Ounim avait également des enfants qui travaillaient au ministère de la Propagande? Est-ce que ces enfants ont également été arrêtés? Les enfants de Hunim ne travaillaient pas au ministère de la Propagande. Sa fille était au service médical. Et un autre enfant avait étudié les langues étrangères. Un autre de ses enfants a suivi sa femme. Est-ce que, à votre connaissance, il est arrivé que certaines personnes se suicident au ministère de la Propagande? Et est-ce que vous avez entendu parler notamment du suicide d'une personne qui s'appellerait Prom Samha? J'ai oublié. Vous avez oublié ou c'est trop difficile de vous en souvenir? J'ai tout oublié. Et est-ce que vous avez le souvenir qu'il soit arrivé qu'au cours de réunions, on lise des aveux de personnes que l'on qualifiait comme étant des traîtres? J'ai écouté. On a annoncé que Koitun était un traître. Et qu'il ne fallait pas suivre son exemple, ni l'admirer. C'était simplement un conseil qui nous était donné, mais cela ne nous concernait pas vraiment car nous étions seulement des artistes. Dernière question, en tant qu'artiste, vous avez été actrice de théâtre? En plus de chanter? Est-ce que vous avez participé à des pièces de théâtre? Oui, je faisais partie de l'équipe Ayai pour ce qui est des spectacles. J'ai participé également à ce type de représentation, mais je m'intéressais surtout à la forme théâtrale Ayai.
Et est-ce que vous vous souvenez d'une pièce de théâtre dont le titre est le suivant: La route de la libération est une route clairvoyante? Je ne me souviens pas d'un tel titre. Voilà, donc juste pour les besoins du transcript, j'indique qu'une telle pièce de théâtre figure au dossier au document E3/637 à l'ERN en Khmer 0044 23 52 à 58, ERN en français 0075 21 95 à 204, ERN en anglais 0074 09 63 à 70. Je vous remercie, Madame le témoin, je n'aurai pas d'autres questions à vous poser. Le président. Merci. Madame le témoin, la parole est à la défense. Maître Pao, Monsieur le Président, très brièvement. Il s'agit d'avoir une transcription propre. Le juge Lavergne a posé des questions sur le document 200/6.4. Il y a peut-être eu un problème de traduction, mais le juge Lavergne a cité le camarade secrétaire Nonchea. Et apparemment, en tout cas en anglais, il n'était pas mentionné dans ce document à cette page. En fait, c'est le camarade secrétaire qui a été cité sans aucune addition. Même chose pour le Khmer, d'après ce qu'on m'a dit. Pardon, je n'ai pas noté le numéro du document dont il est question. Maître Pao, c'est le dernier document dont vous avez parlé, c'est le compte-rendu de la réunion sur la propagande, juin 76. Vous avez dit secrétaire camarade Nuonchea comme si ça figurait dans le document, or ce n'est pas le cas. Écoutez, la version française fait état des participants suivants: camarade secrétaire, camarade sous-secrétaire, camarade Poas, groupe de radio, camarade Koi, camarade Song, groupe de cinéma. Et donc ceci sous la référence D200/6.4. Donc il y a peut-être effectivement un problème de traduction, mais en tous les cas dans la version française, je vois que c'est le cas. Je vois que sous la cote E325, nous avons également les minutes de cette réunion. Je vois composition camarade secrétaire, camarade deputy secretary, camarade Fouas. Je ne sais pas, peut-être que... Maître Pao, Monsieur le juge Lavergne, je ne veux pas enfoncer les clous, je comprends ce que vous dites, mais concernant les autres documents, vous avez dit que vous supposiez que le camarade secrétaire était Nuonchea. Pour ce document, vous avez dit camarade secrétaire Nuonchea, comme si ça figurait dans le compte-rendu. En tout cas, c'est ce qu'on a entendu en anglais, raison pour laquelle j'aimerais que ce soit précisé au fin de la transcription. Le président. Merci. Le moment est venu de lever l'audience. Les débats reprendront demain, 21 août 2012, à 9 h du matin. Demain, la Chambre entendra la suite de la déposition de Madame So Sik. La parole sera donnée en premier lieu à la défense de Nuonchea, qui sera suivie des autres équipes de défense. Madame So Sik, votre déposition n'est pas encore terminée. Vous êtes priée de revenir déposer devant la Chambre demain. Cette convocation s'applique également à l'assistante de l'unité d'appui aux témoins et experts, que je remercie d'avoir bien voulu être aux côtés du témoin aujourd'hui. Ce témoignage s'est bien déroulé. Merci pour votre présence, huissier d'audience.
Veuillez prendre les dispositions nécessaires avec l'unité Vesou pour assurer le transport et le logement, l'hébergement du témoin. Veuillez à ce qu'elle soit présente dans le prétoire demain pour 9 h. Agent de sécurité, veuillez conduire les accusés au centre de détention et les ramener dans le prétoire demain pour 9 h. L'audience est levée. Some change, Croucher.